Bienvenue dans ce dernier PAF de la saison où nous allons aborder ensemble toute la situation politique qui est évidemment sujette à beaucoup de commentaires. Et pour la commenter justement, Vincent Couronne. Bonjour, vous êtes docteur en droit, vous êtes le fondateur du mouvement des surligneurs à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Les surligneurs, ce sont des spécialistes, des juristes notamment, qui regardent quand des hommes politiques disent des choses, si ce qu'ils disent est vrai ou faux, si c'est en accord avec le droit ou pas, hein, c'est ça ? C'est très bien résumé. Je suis assez bon en résumé. Florence Mercadet, bonjour. Bonjour Patrice. Avocate au barreau de Versailles, spécialiste notamment de droit du travail. Vous auriez pu être députée, vous venez de l'apprendre. Eh bien oui, je viens d'apprendre que finalement il n'y a pas d'incompatibilité entre le métier d'avocat et de député. Mais ça dépend. Il y aura quelques contraintes. Stéphane Monson, bonjour, professeur de droit public à l'université de Versailles-Saint-Quentin, ancien doyen de cette même faculté. Exactement. Et Jean-Charles Lajoigny, éditeur aux éditions Lajoigny. Absolument, toujours. Facilite la C'est facile. Il y a eu Gallimard, Grasset et Lajoigny. Galligrani. J'espère. Alors, évidemment, on va revenir un petit peu sur les événements des derniers jours qui ont été quand même politiquement et constitutionnellement aussi intéressants. C'est-à-dire qu'on a vu se succéder un président de la République devant le Congrès à Versailles, un Premier ministre dans son discours plus habituel de politique générale. On a beaucoup débattu, alors on a entendu, c'est vrai que ce qui est assez intéressant maintenant, c'est qu'avec les chaînes info, on débat absolument de tout le temps, à toute heure, et tout fait débat. Et alors on a beaucoup entendu que le fait que le président de la République s'exprime devant le Congrès le lundi, alors que le Premier ministre allait faire son discours de politique générale le lendemain, c'était une sorte d'humiliation du Premier ministre. D'autres disent, chacun est dans son rôle constitutionnel. Peut-être Vincent, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? En tant que constitutionnaliste, justement. Au débeauté, comme ça, au constitutionnaliste, c'est un bien grand mot. Il y a les meilleurs spécialistes que moi sur ça ici. Mais on passera la parole à Stéphane ensuite. Stéphane Monson pour... Et à Jean-Charles et à... mais... Je pense qu'en fait, on a été, ces dernières années, peut-être mal habitués, parce que le quinquennat a beaucoup renforcé, les conséquences du quinquennat ont beaucoup renforcé les pouvoirs du président de la République, sa présence dans les médias aussi. Et finalement, on a perdu l'habitude de voir le président de la République s'adresser directement comme ça aux parlementaires, sachant que c'est pas quelque chose d'extrêmement choquant quand on sait que avant que le président en 2008 ait la possibilité par la Constitution de venir s'exprimer directement devant eux, il peut toujours aujourd'hui leur adresser des messages. Et tous les présidents de la Ve République, une fois élus, ont adressé un message au Parlement. Qui est élu, à l'Assemblée nationale par le président de l'Assemblée nationale, au Sénat par le président du Sénat, et des messages politiques, vraiment, où ils rappelaient leurs engagements de campagne, etc. François Mitterrand avait fait ça 1 heure avant l'investiture de son Premier ministre, en disant avec des termes assez forts, en disant, il faut appliquer le programme pour lequel j'ai été élu. Exactement. Il dit, j'ai mes 101 propositions de campagne, désormais sont celles de mon gouvernement, investissez-le. C'était un peu ça. Et 1 heure après, effectivement, le gouvernement... Pierre Mauroy a été investi. Et puis on se souvient aussi de René Coty qui, en 58, avait dit... Je me souviens moins de René Coty, généralement. Mais... vous, je ne sais pas. Moi, non. Si, les gens du Havre se souviennent bien de René Coty. Et de sa femme qui faisait de la soupe. La soupe, devant les photographes. Devant les photographes. J'étais sûr que vous vous en souveniez mieux que moi, en fait. Germaine Coty. C'est des parfumeurs, je crois. Exactement. Ouais. Vous voyez qu'on connaît. Si on nous lance sur René Coty, on peut être intarissable pendant 2 heures. Vincent Auriol, encore plus. Et François Hollande aussi est intervenu en 2015 après les attentats. Mais ça, c'est après la réforme. Non, mais Vincent parlait d'avant la réforme de 2008. A permis au président de la République de venir en personne s'exprimer devant le Congrès, ce qui remplaçait en effet la lettre envoyée par les prédécesseurs. Exactement. Et chaque président, Nicolas Sarkozy, François Hollande, mais Nicolas Sarkozy et François Hollande, ils sont allés pour des événements précis, notamment Nicolas Sarkozy pour des questions économiques et François Hollande après les attentats. Là, c'est en effet la
première fois qu'un président de la République, en début de mandat, convoque au Congrès et s'adresse à lui. Voilà, en tout cas rien de choquant pour ça, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais c'est vraiment un pouvoir traditionnel qu'a un chef de l'État de pouvoir venir s'exprimer devant les chambres. On verra, on a parlé des États-Unis beaucoup, on peut parler du Royaume-Uni, on peut parler aussi du président de la Commission européenne qui chaque année fait un discours sur l'état de l'Union devant le Parlement européen. Ça ne me semble pas choquant que celui qui détient le pouvoir, ou en tout cas celui qui décide, celui qui est à l'origine de l'impulsion politique, puisse venir s'exprimer devant les parlementaires. On va demander à Stéphane, mais peut-être alors une petite incidente à ce que vous dites. On a vu par exemple les parlementaires de la France insoumise, enfin les Mélenchon, refuser par exemple d'aller au Congrès sous prétexte que c'était le président, de façon un peu monarchique, convoquait comme ça les parlementaires. Or, on pourrait dire que c'est plutôt une revalorisation du Parlement que de s'adresser à lui. Enfin, Bien sûr. Déjà, la France insoumise et les communistes qui ne sont pas venus, ils sont un peu allergiques au Congrès, parce que déjà, quand Nicolas Sarkozy avait fait son discours en 2009 devant le Congrès, les communistes et les écologistes n'étaient pas venus. Alors, on n'avait pas fait tout un plat à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que le contexte est peut-être différent, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on dit souvent que Macron s'exprime peu devant les médias ou avec les journalistes, et finalement, sa première grande intervention, il l'a fait devant les représentants de la nation. C'est pas non plus là choquant, il me semble. Stéphane, Monson, là-dessus. Deux observations. La première, c'est que, et on en a parlé comme jamais, vous le disiez en débutant dans la presse et dans les médias, on a parlé de ce cérémonial chinois. Presque tous les Français un peu curieux savent désormais ce que c'est que le cérémonial chinois. Alors les étudiants seront impardonnables de ne pas le savoir désormais. C'est cette loi de Broglie votée en 1873, donc à une époque où la Troisième République était encore balbutiante, elle est monarchique. Oui. La Troisième République ne devient républicaine qu'en 1875, et donc on vote ce texte pour, au fond, interdire à Adolphe Thiers, qui exerce les fonctions de chef de l'État, de venir s'exprimer. Adolphe Thiers, très bon orateur. Qui est excellent orateur, et qui, pour résumer, a tourné kazakh. Thiers, qui était carrément monarchiste, en 1871, il a fait charger la troupe sur les communards, se mue en républicain bontin, et donc la chambre monarchiste craint un retournement de situation si on laisse Adolphe Thiers s'exprimer. Et donc on vote ce texte au titre duquel, pour que le chef de l'État vienne s'exprimer devant la représentation parlementaire, il va falloir remplir un nombre incalculable de conditions. Et on parle de cérémonial chinois au sens de cérémonial incompréhensible, d'une complexité telle que personne ne le comprend. Donc tout cela pour interdire au chef de l'État de s'exprimer devant les parlementaires. Et puis après, on construit une théorie au titre de laquelle ce serait au titre de la séparation des pouvoirs que le chef de l'État ne pourrait pas mettre les pieds dans une enceinte parlementaire en France. Alors que Vincent l'a bien souligné, la reine d'Angleterre, elle est reçue avec faste d'ailleurs à Westminster. Et chapeau. Et pas n'importe quel chapeau, le chapeau est symbolique. Voilà. Donc les inventeurs du parlementarisme admettent parfaitement cette situation. Et puis la seconde observation, c'est que moi je trouve que le fait pour le nouveau chef de l'État de s'adresser aux parlementaires dans leur ensemble, le Congrès, c'est non seulement pas choquant, mais je trouve ça très bien. Très bien, parce qu'en effet, vous avez raison, moi je suis d'accord, ça revalorise, si tant est, alors ce terme est un peu galvaudé, mais ça valorise au moins la représentation parlementaire. Absolument. Et plutôt que d'avoir un chef de l'État qui s'adresse aux médias, qui s'adresse d'abord à la représentation nationale, moi je trouve ça très bien. Alors qu'il le fasse la veille du jour où le Premier ministre va demander la confiance à l'Assemblée nationale, va prononcer son discours de politique générale, mais c'est normal aussi. Et il ne peut pas le faire après. Il ne peut pas le faire après. Et donc là, je trouve qu'on est vraiment, de manière assez troublante d'ailleurs, me semble-t-il, typiquement dans la musique écrite dans la Constitution de 1958. On est vraiment, alors dans une nouvelle pratique, le chef de l'État ne pouvait pas s'exprimer physiquement, mais Vincent l'a dit, les messages étaient lus. Je trouve qu'il y a un retour presque à la lettre de la Constitution de 1958. On présente ce chef de l'État, ce président, comme extrêmement novateur, mais peut-être que la plus grande innovation, c'est de revenir
à une sorte de 5e République authentique. On verra. Avec un président qui préside et un Premier ministre qui gouverne. Avec un président qui dit où on va et un Premier ministre qui dit comment on y va. Exactement. Et je trouve que là, le partage des tâches entre le lundi et le mardi a été, formellement au moins, presque parfait. Il y a une très grande complémentarité entre les deux. Donc je ne vois pas très bien où serait l'humiliation d'Édouard Philippe. Alors le boycott de ces quelques députés non cravatés relève de la provocation, de la posture. De la posture, c'est même pas une provocation. Et puis c'est un peu triste qu'on ait que cela à se mettre sous la dent. Mais enfin voilà, les députés non cravatés aboient et le Congrès passe. Jean-Charles, vous n'auriez pas une position un peu différente et divergente? Non, même pas. Non, c'est pour dire. Oui, c'est pour dire. Non, les médias même. Je trouve ça tout à fait logique, effectivement. C'est-à-dire que les Français ont élu Emmanuel Macron, donc Emmanuel Macron s'exprime, ça me paraît normal, même souhaitable. Et ensuite, je vois pas pourquoi la moindre raison qu'il aurait de vouloir humilier un Premier ministre qu'il a choisi. Je veux dire, c'est pas une. C'est ballot. C'est pas un Premier ministre de cohabitation. Je veux dire, c'est pas Mitterrand qui veut humilier Rocard. Là, au contraire, ils sont tout à fait en phase. Ils se sont choisis. Voilà, il y a d'autres exemples. Mais donc vraiment, il n'y a aucune tentative d'humiliation après. La seule chose qu'on a pu remarquer, peu de gens l'ont noté, mais au moment du discours d'Édouard Philippe, en revanche, il avait choisi de plonger à 300 mètres de fond, Emmanuel Macron. Oui. C'est quand même curieux. C'est la première fois qu'un président de la République... Là encore, alors, il y a les médias ont beaucoup parlé de ça, mais alors, est-ce qu'il faudrait que le président de la République reste chez lui à l'Élysée devant la télévision pour voir un discours qu'il a déjà lu, en plus. Là aussi, Non, c'est vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis fasciné quand vous regardez un peu les chaînes d'infos continues, les débats sur les débats, les commentaires sur les commentaires des commentaires. Enfin, on n'en finit plus, quoi. Enfin, c'est épuisant parce que, comme vous le disiez très justement, on débat de tout sur tout et avec des choses ça dure des heures et rien n'avance. De toute façon, la question de départ n'ayant pas d'intérêt, les réponses des gens en ont encore moins et c'est assez voilà. Non, mais c'est vrai que là, on est sur... Oui, enfin, tout va bien aujourd'hui entre le président de la République et le Premier ministre, mais ça ne va pas durer. Évidemment. Alors, dans la règle constitutionnelle, il n'y a pas de débat après l'intervention du président de la République. Est-ce que ça, c'est pas une chose qui pourrait ou qui devrait être corrigée, à votre avis ? Si, sans doute. C'est vrai que l'article 18 de la Constitution, qui prévoit la possibilité pour le président de la République de venir s'exprimer devant le Congrès, lui interdit de rester lors des débats. Donc il doit partir, le débat se passe en son absence. Après, il y a des prises de parole, en effet. Il y a des prises de parole. Mais il n'est plus là, oui. Il n'est plus là. Il n'y a pas de vote non plus, parce qu'il ne faut surtout pas donner l'impression que le président serait soutenu ou non par une majorité au Congrès. Oui, c'est une autre légitimité, la légitimité présidentielle, que la légitimité parlementaire. Enfin, alors, il a été peu applaudi, d'ailleurs. Assez peu, oui. Ouais, c'est marrant, mais c'est peut-être moi je mettais ça sur le compte de la nouveauté. C'est le Premier ministre qui a été peu applaudi. Non, il était beaucoup applaudi, très applaudi. J'ai compris que c'était le contraire, moi. Alors que Macron était très timide à un moment, mais moi je ne mets pas ça sur le manque d'enthousiasme, mais plutôt sur l'inexpérience des députés qui ne savaient pas trop s'ils avaient le droit, et ils devaient être un peu écrasés par par le truc. Le chauffeur de salle n'était pas là. Est-ce qu'on peut applaudir le président? Est-ce que là il dit un truc bien? Est-ce qu'on peut... Mais en fait, c'est peu d'applaudissements. Je pense que c'est effectivement ça, l'inexpérience, la nouveauté. Puis je pense que tous ces nouveaux députés, très impressionnés par le cadre, je dis bon, est-ce qu'on peut ou pas? Le cadre, la pompe et tout. Il y en a qui commençaient à applaudir, puis qui s'arrêtaient aussitôt. Il y avait des départs un peu de feu, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui étaient vite éteints. Mais bon... Oui, c'est ça. On ne sait pas s'il faut respecter le discours présidentiel. On était loin de là-haut, là. Mais je crois que vous avez raison dans l'interprétation. C'est sans doute un peu des gens un peu impressionnés par ce décorum, quoi. Mais il y a une chose qu'on pourrait faire, c'est sans forcément modifier la Constitution, c'est que le président de la République s'en aille à l'occasion du débat. C'est pas très grave. C'est même assez logique. Ça a l'air assez logique, pourquoi pas. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que à partir du moment où Emmanuel Macron dit « je reviendrai chaque année pour rendre des comptes devant le Congrès ». En politique, quand on rend des comptes, on en assume les conséquences. Si les comptes qu'on présente sont pas bons, eh bien la conséquence c'est on démissionne. Et donc il rend des comptes chaque année devant le Congrès. Le lendemain, il y a un vote de confiance
pour le gouvernement. Et Emmanuel Macron pourrait s'engager et dire, si le vote de confiance est négatif, s'il n'y a pas la confiance à mon gouvernement, je démissionne. Ce qui pourrait être un moyen de contourner en réalité l'irresponsabilité politique du président de la République. C'est dangereux. Non, c'est pas fronce les yeux. Non, vous avez... non, mais là, enfin, pourquoi pas? Tout là, est possible, mais on change de régime. Ah oui, on change de régime. On change vraiment de Oui, régime. c'est ça, parce que là, on débat. revient sur une légitimité parlementaire, Bien ce sûr. qui n'est pas la légitimité du président. Quand vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que, imaginons un cas de cohabitation. Alors, dans un cas de cohabitation, on verrait mal... peut-être la présence du président de la République devant le Congrès juste avant le discours de politique générale du Premier ministre, puisque là, on a deux légitimités qui sont concurrentes. Mais on sait que, enfin, il ne peut pas, enfin, fondamentalement, il ne peut pas y avoir de débat en présence du président de la République, parce que le président de la République n'est pas responsable politiquement devant son Parlement, enfin devant le Parlement, pas son Parlement. Le gouvernement, le Premier ministre et le gouvernement sont collectivement responsables. Absolument. Ça, c'est le propre du régime parlementaire, mais le régime français est tel qu'il y a ce petit hiatus, ce petit gap qui fait que c'est un régime un peu inclassable et que fondamentalement, le président de la République n'est responsable que devant les citoyens, que devant la totalité des citoyens. Alors, on sait qu'il est indirectement responsable. On sait que lorsque François Mitterrand, en 1986 et 1993, se voit par les élections législatives, ou Jacques Chirac, en 2002, se voit imposer un Parlement de couleurs politiques différentes, on sait que c'est indirectement une sanction de la responsabilité du président de la République. Mais cette sanction ne peut être qu'indirecte. Alors, tout est possible, pourquoi pas? Et c'est vrai que Vincent a raison de souligner que le fait que le chef de l'État dise tous les ans, je viendrai présenter un bilan devant le Congrès engage une certaine forme de responsabilité, mais pour l'instant, on n'y est pas. Oui, ça pourrait être indirect, c'est-à-dire que si le gouvernement le lendemain est renversé, ce qui est quand même très improbable, ça le force à modifier sa politique, exactement, à prendre, prendre acte. Mais ça ne peut être qu'indirect. Ouais. En tout cas, c'est une bonne décision, enfin une bonne idée d'annoncer ça. Je trouve que les gens ont probablement ras-le-bol d'avoir ces présidents qui s'exonèrent toujours de tout en disant non, on n'y peut rien, ce n'est pas nous. Alors que là, c'est vrai que si tous les ans il vient faire un discours, il pourra difficilement travestir la vérité. Enfin, c'est d'ailleurs assez intéressant je pense, dans cet exercice, c'est-à-dire que, enfin, vous parliez de revenir à l'esprit ou à la lettre de la Constitution. C'est vrai qu'il y a une parole relativement rare, visiblement, du président de la République, contrairement à ses deux prédécesseurs avec les journalistes, et en même temps. Donc une présidentialisation, peut-être un peu un retrait comme ça, et en même temps, vous avez raison de le souligner, la volonté d'être responsable aussi, comme le quinquennat peut-être l'y oblige. Non, ce consensus qui règne entre nous est insupportable. C'est terrible. Moi, je un autre sujet parce que parlons d'autre chose, parce que franchement, écoutez, je vous propose, puisqu'on parlait de la présence de nouveaux députés sans expérience au Congrès, parmi eux, il y avait 9 députés yvelinois tout nouveaux. Tout beau, peut-être, je ne sais pas, enfin tout nouveau en tout cas, qui étaient à Versailles, donc c'était pas très loin de leur circonscription, mais enfin c'était une nouveauté pour eux. On va regarder le sujet de la présence de ces députés yvelinois au Congrès. Ils étaient près de 900 parlementaires réunis à Versailles pour écouter le président de la République fixer le cap de son quinquennat. Parmi eux, 18 représentaient le département des Yvelines. Pour les 12 députés fraîchement élus lors des élections législatives, ce congrès était une première, marquée par l'importance du moment et le poids des responsabilités. C'est une solennité particulière évidemment d'être à Versailles. On est l'ensemble de la représentation nationale qui est ici, donc c'est évidemment un moment particulier. Cet engagement que le président avait pris et qu'il met en place aujourd'hui, de venir une fois par an devant l'ensemble des parlementaires, non seulement décliner la vision et le cap pour l'année à venir, mais également faire l'évaluation de son analyse, enfin de l'analyse politique qu'il a proposée et des lois qui ont été mises en place, est une excellente idée. Si la forme a conquis les nouveaux députés de La République En Marche, le fond, lui, a divisé les parlementaires. Des parlementaires visés directement par quelques-unes des propositions d'Emmanuel Macron, avec par exemple la réduction de leur nombre d'un tiers ou encore l'instauration d'une dose de proportionnelle pour les prochaines élections législatives. La difficulté constitutionnelle qu'il y a dans la baisse du nombre de sénateurs ou de députés, c'est la bonne représentation et le fait des territoires ruraux, des territoires où il y a moins de monde, et le fait que le député puisse faire son travail dans des temps qui soient
raisonnable en restant bien l'image de la diversité de nos territoires. Donc ça, c'est le premier élément. La proportionnelle, je ne suis pas une fan du tout, parce qu'on a souvent des effets d'appareil derrière. Le paquet de réformes institutionnelles sera voté d'ici 1 an, selon le souhait du président de la République, et devrait donc être acté lors du congrès épisode 2 prévu l'an prochain. Non mais tout le monde dit, voilà. Alors voilà, c'était donc ces nouveaux députés yvelinois parmi beaucoup de nouveaux. Évidemment, ça doit être assez impressionnant quand on arrive comme ça, sur une première réunion, d'arriver dans ce congrès à Versailles. Versailles qui redevient un peu au centre de la politique française. Il y a eu la réception de Vladimir Poutine, on en avait parlé, et puis là, il y a le Congrès. Donc ça nourrit évidemment les accusations de monarchisation du pouvoir. Enfin, c'est une accusation assez classique, au fond. Oui, assez classique. Puis on oublie, alors on dit toujours Versailles, Louis XIV et compagnie, mais enfin n'oublions pas que le serment du jeu de paume, ça s'est passé à Versailles, c'était un basculement considérable. Hein. Les États généraux se sont proclamés Assemblée nationale. C'est quand même pas rien. Et puis que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien, elle a été proclamée à Versailles aussi. Un mot peut-être dans le discours d'Emmanuel Macron, il y a en effet une partie institutionnelle assez importante, avec quelques réformes, notamment l'introduction d'une part de proportionnelle. Alors après, il faudra savoir, parce que l'important quand on dit introduction de la proportionnelle, c'est de savoir quelle est la part. Oui, c'est ça, oui. Parce que 20% ou 50% ou 100%, de toute façon, ça ne sera pas 100% visiblement. Hein. 100%, c'est tellement pas dans notre culture. Non. Encore une fois, tout est possible, mais c'est... Non, puisqu'il a dit qu'une part des députés seront élus à la proportionnelle. Ça se passe comment d'ailleurs dans ce cas-là? Parce on l'avait vécu en 86, me semble-t-il, avec une part d'élection comme on le... Classique, et puis... Classique, une part... Et c'est national, non Mais, il y a, par exemple, en Allemagne, ça se fait, Vincent le sait mieux que moi. On a 2 bulletins. C'est ça. Un bulletin pour son député. Au scrutin majoritaire, et puis un bulletin au scrutin de liste à la proportionnelle. Alors, il y a d'autres systèmes qui sont envisageables. Il y a aussi une proportionnelle corrigée avec un bonus majoritaire très fort. Il y a, voilà. Il y a vraiment là, vous savez, les constitutionnalistes sont toujours très inventifs. Sur les réformes institutionnelles annoncées, lesquelles vous ont... lesquels nous ont, en tout cas, m'ont marqué. Je pense que c'est probablement ça, c'est la proportionnelle. Parce qu'en réalité, en fonction de la dose de proportionnelle qui va être mise dans cette élection législative, on va voir si le régime est de nature à évoluer ou pas. Parce que si c'est une petite dose de proportionnelle, ça change pas énormément de choses. Ça fait un peu plus de représentativité pour les plus petits partis. Voilà. Mais ça ne change pas la majorité. Ça ne change pas, a priori, radicalement la majorité, mais si c'est une dose de proportionnelle un peu plus importante, ça voudrait dire qu'a priori, ça va devenir extrêmement difficile, voire impossible pour un parti d'avoir une majorité absolue comme aujourd'hui. Ce qui fait que, et là, ça pourrait devenir intéressant, c'est on passerait d'un système de fait majoritaire où c'est vraiment le président de la République qui impose son programme à son gouvernement et donc au Parlement. Et qu'il y a une majorité qui le suit, voilà. Voilà, à un système où en fait, en réalité, c'est 2-3 partis politiques qui s'allient pour constituer un programme de gouvernement et l'imposer. C'est ça, ça demanderait des majorités qui... voilà, ce serait en fait une politique beaucoup plus contractuelle de négociation entre le président et le Parlement. Exactement. Et finalement, j'ai l'impression que Emmanuel Macron n'est pas rétif à cette république contractuelle dont il parle assez fréquemment, qui est très... Il le prouve, ne serait-ce qu'avec son gouvernement. Exactement. Il le prouve déjà, ne serait-ce que par le mouvement En Marche. Il y a des gens qui... Oui, non, mais déjà, dans le mouvement En Marche, on pourrait dire qu'il y a une espèce de dose de proportionnelle. Parce qu'il y a des gens qui viennent de tous les horizons, qui viennent de gauche, du centre. Déjà, c'est intéressant de voir comment il a impulsé son mouvement sur cette base-là, et ne serait-ce qu'au niveau de son gouvernement, avec un mixte de partis politiques différents. Est-ce que c'est pas une dose de proportionnelle indirecte ?
C'est une forme, en tout cas. C'est une forme. En tout cas, ça n'aura lieu que s'il y avait un deuxième quinquennat. Oui, il faut peut pas être élection, ou à moins de 10 une solution, mais on ne voit pas très bien. Parce que là, on ne voit pas l'intérêt. Enfin, peut-être pas encore. On ne voit pas encore l'intérêt. Mais il y a aussi la réduction du nombre de députés, qui est vraiment. Alors ça, c'est intéressant parce que évidemment, c'est les députés et les sénateurs qui sont censés voter la réduction de leur nombre. A priori, ils ne sont jamais très contents, puisqu'ils se disent... C'est une sorte de suicide. Ça peut me concerner. C'est l'autodestruction. Donc il y a la possibilité laissée ouverte par le président de la République au recours au référendum. Oui. Et c'est tout à fait possible pour ce type de réforme. Là, ils peuvent faire un référendum en plus sans passer par le Parlement. Comme la réduction du nombre de parlementaires, il suffit de passer par une loi. Pas besoin de réviser la Constitution, et on est dans le cadre du référendum de l'article 11 de la Constitution, qui est un référendum à l'initiative du président de la République à lui seul. Il convoque directement le peuple à référendum sans passer par le Parlement. Il y a quand même de fortes chances que ce genre de réforme qui est assez populaire passe. Oui, après ça dépend du moment où c'est posé, de la situation. Ça dépend de... Oui, c'est ça. La réponse, la réponse n'est pas forcément à la question posée. C'est souvent pour dire non. Oui, c'est ça. Oui, mais là, logiquement, ça devrait dire... Oui, les Français devraient dire en tout cas, ça correspond, vous avez raison de le souligner, au vote des Français. Puisqu'on profite de votre présence tous les deux, pour faire merci pour nous. Allons prendre un café, Jean-Charles. C'est moins consensuel. Non, mais si vous voulez l'expliquer, parce que je voulais parler des deux articles qui permettent le recours au référendum dans la Constitution. Mais on s'en fout. Les deux articles. Moi, ça m'intéresse. Bien sérieux tout ça. Vous en discuterez tous les trois tout à l'heure quand on aura fini. Non, mais il y a l'article 11 en effet. Et il y a une autre possibilité. Il y a le 89. L'article 13 est assez intéressant aussi. 89. Et De Gaulle se servait plutôt du 89. Nous sommes contents. Et Coty, de quel article c'était Il n'y avait pas de référendum. Faux parce que c'était sous une république précédente. Alors, il y a une chose qui peut vous intéresser, vous passionner. Dans les surligneurs, là. C'est la fin de la Cour de justice de la République. Ah oui, mais ça, c'est une bonne idée. Ça, moi, je trouve ça très bien. Je n'ai jamais vu Jean-Charles comme ça. Non. Il est conquis. Non, je suis conquis. Une macronisation des esprits qui me désespère. Je suis un tout petit peu en alerte parce que j'ai trouvé quand même curieux l'attaque de Macron contre la presse en disant maintenant il va falloir nous lâcher la grappe. Attention, on ne va pas aller chercher tout le temps les choses. Respectez-nous un peu. C'est un peu une mise aux normes des journaux, alors qu'ils n'en avaient pas tellement besoin, parce que, Macron, s'il y a un type qui est servi, et bien servi, par le service public dans son ensemble, par la majorité des titres, etc., c'est bien lui. Donc on ne voit pas pourquoi il s'est tout d'un coup... Alors, est-ce que c'est une attaque juste contre Mediapart et contre les deux... Non, mais canards enchaînés, il a peut-être été gêné quand même par l'affaire Ferrand, par la question du modem, et là par l'affaire qui risque de... On est d'accord, mais honnêtement... gêner la ministre du Travail. Honnêtement, Macron a été beaucoup plus servi par l'affaire Fillon que desservi par l'affaire Ferrand. Il a été élu grâce à l'affaire Fillon, donc il ne devrait pas se plaindre. Pas que. Oh bah si. Ça l'a un peu aidé. Ça l'a aidé. Non, mais après, je veux dire, il y avait cette réflexion. C'était d'ailleurs François Bayrou qui l'avait dit dans son discours. Non, mais c'était intéressant. C'est vrai que où est-ce qu'on met la limite ? C'est-à-dire que si le moindre soupçon doit entraîner en effet la démission, ça devient quelque chose de compliqué, d'insupportable, la vie politique. Oui, c'est-à-dire que surtout là-dessus, il ne faut pas parler trop vite, parce que justement, moi je me souviens de Bayrou, qui le tout début de l'affaire Fillon, qui avait dit, oui, Fillon qui souille la politique, quoi. Alors, quelques mois après, on est un peu étonné de l'attitude de Bayrou. Fillon a été mis en examen. Oui, mais c'était avant que Bayrou trouvait que Fillon souillait. Et rien ne dit que M. Bayrou et Marielle Le Sarnez ne sont pas mis en examen. Non, c'est d'accord, mais il avait une sorte de présomption, une intuition politique. Ah, c'est un devin, en fait. Oui, c'est ça. Il est passé de garde des Sceaux à devin, en fait. De devin à garde des Sceaux, oui, revenu devin. Le devin du Béarn, on va l'appeler maintenant. Non, mais c'est vrai, ça... Cela dit, non, honnêtement, je ne sais pas l'avocate que vous êtes, ça pose... la mise en examen, on voit bien, il y a au moins une mesure, etc. Bon.
c'est vrai que si dès qu'il y a un soupçon, il faut démissionner, ça devient quand même compliqué. C'est horripilant, mais moi... Et c'est ça qu'il voulait dire un peu, non, je pense, enfin... Oui, mais je trouve que d'habitude, il dit les choses de façon plus délicate et plus... Là c'était un peu curieux comme façon de s'exprimer. Bon, il faut bien qu'il ait quelques défauts, quand même. C'est pas... De toute façon, non, mais si vous êtes très critique... Alors... Il y a eu, voilà, donc ça c'était le président de la République. Maintenant, passons au Premier ministre. Là encore, c'est vrai que, alors, il y a la question qui se pose, qui c'est le patron ? Le patron, c'est quand même le président de la République dans la Ve République, non ? Est-ce qu'on peut peut-être pas parler de patron, mais enfin, en tout cas... Quand on lit la Constitution, a priori, non. Et alors, si on lit la Constitution, oui, on parle assez peu du... Si on lit la Constitution, le président de la République, il a une fonction... L'article 5, non ? Article 5. L'article 5. Sur la continuité de l'État. On a fait le 5, on a fait le 11. C'est pour ton tiercé. Non, mais c'est vrai que vous avez raison. À part le fait de chef des armées, enfin... J'aime beaucoup les explications de Jean-Charles. Faire du droit, c'est simplement avoir une bonne mémoire, Jean-Charles. C'est tout. C'est donc l'article 5, voilà, qui parle du président de la République. Mais là, en fait, cette Constitution, on peut lui donner une lecture... Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, là, mais on peut lui donner une lecture parlementaire, où le président de la République est un arbitre, et puis au-dessus des partis, il n'est là que pour arbitrer quand il y a des conflits entre les pouvoirs, ou entre le peuple et la représentation nationale. Mais en réalité, la lecture présidentialiste qu'on peut en faire, c'est la lecture qui a toujours prévalu depuis 1958, et surtout depuis 1962. Donc en réalité... Depuis l'élection au suffrage universel. Voilà. Et en fait, le président de la République, qui est prévu comme pour être un arbitre pendant la Constitution, n'a jamais été un arbitre, ça a toujours été un capitaine, avec De Gaulle, avec Pompidou, avec Mitterrand, avec Nicolas Sarkozy, même avec François Hollande. Donc cette Constitution, en réalité, elle prévoit que le président de la République est un arbitre, mais dans la pratique, le président de la République, c'est lui qui impulse véritablement l'ordre du jour politique. Donc, alors que la Constitution, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que c'est le gouvernement qui conduit et détermine la politique de la nation. Quel article ? L'article 5. Non. 20. L'article 20. C'est 20. Voilà. Et elle dit aussi, la Constitution... Non mais, en plus, voilà, s'il y a des... Rappelez-nous, cher ami. 89. 89, Voilà, on n'y est pas, Jean-Charles. S'il y a des étudiants qui repassent leur première année en septembre, ça va leur servir. C'est fin juin maintenant, donc c'est fait. On va faire une émission du CNED. Pardon. Oh là, Non, mais vous avez interrompu un raisonnement qui était passionnant. Alors, l'article 5. Article 20. Merci, Patrice. Merci. Mais non, c'est vrai. Donc oui, l'article 20... Si je les avais dans ma classe, là, je vraiment ça. Mais voilà, article 20 qui nous dit ça, c'est le gouvernement qui conduit et détermine la politique de la nation, c'est le Premier ministre, article 21, qui dirige l'action du gouvernement, donc en réalité le président de la République, c'est pas à lui de le faire, mais de fait, depuis 1958, c'est lui qui le fait. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on révise la Constitution pour acter cet élément-là, ce fait-là, que le président de la République, il a un pouvoir d'impulsion de la politique ou des grandes orientations nationales, ou est-ce qu'on en reste un peu dans cet entre-deux où à chaque nouvelle élection, on a un président qui dit « moi je serai un président qui préside et pas qui gouverne. Moi, je serai un président qui met les mains dans le cambouis. Moi, je serai un président comme ci, comme ça. » Normal. Tranchons le débat. Écrivons-le dans la Constitution, ce qu'il a à faire. Moi, je pense qu'il faudrait l'écrire. Là où vous avez... voilà, pas de consensus. Pendant un sujet. Non, mais là où vous avez raison, c'est que c'est 62, c'est-à-dire l'élection au suffrage universel, qui a tout changé, parce que la légitimité est évidemment plus la même à partir du moment où un président de la République est élu au suffrage universel ou qu'il soit désigné par le Parlement. Donc c'est vrai que c'est ça qui change tout. Pour autant, Patrice, n'oublions pas que dans certaines démocraties européennes, il y a des situations dans lesquelles le président est élu au suffrage universel direct, l'Autriche, la Finlande, le Portugal, par exemple. Non, l'Allemagne, non. L'Allemagne, non. Mais pour autant, ces chefs d'État ne gouvernent pas.
demeurent, alors avec des nuances, demeurent un peu en dehors du jeu politique quotidien et alors peut-être font un peu plus que d'inaugurer les chrysanthèmes, c'est ce qu'on disait du président de la 4e, mais ne sont pas vraiment, sont plus arbitres que capitaines. Et pour autant, ils sont issus du suffrage universel direct. Donc il y a une question aussi de culture, d'histoire. Et vous voyez en France, un président de la République élu au suffrage universel renoncer Pourquoi pas ce serait une rupture très forte avec ce que nous sommes, mais tout est possible. Bon, en même temps, il peut y avoir un côté après moi le déluge. C'est-à-dire que là, par exemple, Macron, qui est quand même très jeune, à 39 ans, au mieux dans 10 ans, c'est fini, quoi. Il sera chômeur à 49 ans, il ne peut plus être président. Membre du Conseil constitutionnel. Oui. Oui. C'est automatique. Tiens, c'est plus. Il a renoncé. Oui, l'article 22. Hein Pas du tout. Non, article 22, c'est chacun se démerde comme il peut. Ils ont annoncé qu'il n'y aurait plus de passage automatique. Voilà. Mais il me semblait que Emmanuel Macron n'avait pas repris ça dans son discours. Non, c'était une promesse de campagne, mais c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé. Mais alors, si on veut avoir un président qui reste arbitre, donc un peu au-dessus, dans ce cas-là, ça change aussi toute la campagne présidentielle, puisque tous les candidats sont porteurs d'un programme, d'un programme fort, d'un programme de leur parti. Et donc, ça veut dire que là, il n'y aurait plus de programme porté par un candidat à la présidence de la République. Donc, ça me semble impossible. Il y aurait un porté aux législatives par un chef potentiel, un chef putatif Exactement. de majorité. Voilà, mais on rentre dans quelque chose qui n'a rien à voir avec notre système. On n'est pas qui a eu cette idée, mais personne ne parle de ça. Non. mais c'est pas vrai. Tous ceux qui sont pour la 6e République, par exemple. Il y a eu jusqu'à même. Mélenchon notamment. Bah oui, 17 sans cravate. Mais il y a eu pendant longtemps. Même des constitutionnalistes ou des gens qui voulaient revenir sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Ça me paraît absolument impossible, moi, dans les faits, mais bon. Moi, je n'y suis pas totalement hostile. Oui, mais enfin, on verra. je sais. Non, mais c'est pour dire quelque chose. Hein, non, mais vous n'êtes pas hostile, mais je ne vois pas comment ça serait vécu comme un retrait démocratique. Les Français refuseraient de se démettre d'un pouvoir considérable qu'on leur a attribué en 62 et qu'ils ont exercé en 65 pour la première fois, c'est sûr. Alors, revenons au Premier ministre. Il a une double légitimité. Il a la légitimité indirecte que lui confère le président en le nommant, et puis la légitimité du soutien du Parlement. En réalité, c'est ça, la légitimité du... Et il est barbu. Et il est barbu. Donc il est le grand ministre de la 5e République. Et il est grand. C'est le plus grand. C'est le 1m99. 1m99. Article de mec un peu moins. Et c'est donc lui le premier barbu depuis Paul Ramadier, je crois. Alors Paul Ramadier, que son épouse refusait de voir glabre, son épouse Germaine Ramadier. C'est une tournure intéressante. Il faut raconter un peu les... Non, donc ça fait le Ramadier, c'était donc en 47. C'est pas si oui, j'allais dire c'est pas si ancien. Non. Mais ça commence. C'est là que je me sens vraiment jeune par rapport à vous. 47 quand même, ça fait un petit. Donc nous n'avons pas eu de Premier ministre barbu depuis 1947, ce qui est notamment une nouveauté. Alors, il y a eu ce discours de politique générale. Alors là, on est plutôt dans le classique. Avec une annonce de programme. C'était bien, parce qu'il n'était pas très lyrique. Non, voilà. Pas très grand orateur. Oui, mais moi j'ai entendu d'autres discours de lui, comme ça, où il s'exprime franchement très bien, mais donc là on a l'impression qu'il a choisi de rentrer dans le dur, de dire maintenant, ok, hier... Le patron a fait le job, les belles envolées, le beau truc, et là maintenant... moi je rentre dans le... fait de la technique. C'est vrai qu'on a un peu envie qu'ils se mettent à travailler, parce que là on sort d'une séquence hyper longue, etc. À chaque fois on dit, voilà, on va faire ça, on va étudier ça. Et là on a envie de dire, ça y est, vous avez été élu, la Chambre est élue, la confiance... Ok, maintenant au boulot, quoi. Et je trouve que cette façon de s'adresser aux députés de la part d'Édouard Philippe était tout à fait séduisante. On avait enfin l'impression qu'ils s'y mettaient, quoi. Il n'était pas là pour séduire. Il n'était pas là pour se faire élire, il était là... et d'ailleurs, Mélenchon a râlé parce qu'ils n'ont pas de vacances. Voilà. Et il a fait tout un sketch
en disant mais c'est inadmissible, nous n'avons pas de vacances, nous sommes des humains comme les autres, nous avons droit au congé payé. C'est l'échange du Parlement européen. Ah bah c'est clair. Vous n'y allez pas. Voilà, déjà, tu es en vacances permanentes. Voilà. Mais, oui, il s'est offusqué de la présence hier du drapeau européen à l'Assemblée nationale, alors qu'il ne foutait pas les pieds au Parlement européen. Exactement, mais il en percevait quand même les rémunérations. Ouais. Et le drapeau, je crois, sur le bulletin de salaire. Oui. Ça ne te gêne pas. Qu'est-ce que vous retenez donc de ce discours, Édouard Philippe? C'est vous qui nous en parlions un tout petit peu avant. Il a cité cette députée mordeuse. Alors, voilà. Peut-être on va y revenir. Avant, il y a quand même deux références intéressantes, me semble-t-il, à ses prédécesseurs, qui sont Chabon-Delmas et Rocard, qui sont les deux premiers ministres qu'il a cités. Oui, c'est que lui, il n'a pas cité Édith Cresson. Il n'a pas cité Juppé. Il a fait un hommage à Juppé. Mais pas comme référence. Non, un hommage, mais les deux premiers ministres auxquels il se réfère, un peu comme modèle. D'un point de vue idéologique. Point de vue idéologique. Alors, c'est intéressant parce que Chabon, justement, c'est quelqu'un qui a essayé de changer un petit peu la fonction de Premier ministre, de prendre le pouvoir vis-à-vis du président. Ça s'est mal passé. Mais l'un et l'autre, Rocard et Chabon, ont été en quasi-dissidence par rapport à leur propre camp. Chabon avec la Nouvelle Société, c'est vrai que ça a un peu échaudé le président nouvellement élu Georges Pompidou, de voir un Premier ministre très brillant. Chabon était très créatif, tout à fait brillantissime, très bien entouré, très bien entouré, alors, avec un jeune Jacques Delors dans l'équipe, Pierre Nora, etc. Et puis Rocard, c'était aussi... alors on est une forme de cohabitation avec Mitterrand. L'un et l'autre étaient des esprits très libres, très inventifs, et des esprits brillants. Donc, pour moi, ce sont vraiment de très belles références, mais je retiens qu'il s'agit quand même de deux quasi-dissidents, ce qu'Édouard Philippe peut incarner. Ouais. C'est intéressant. Alors pour tous ceux qui veulent commenter les commentaires des commentaires, j'ai pas vu que des gens disaient... quand même, il se réfère des premiers ministres qui ont été en conflit avec le président. Or, c'est ça. Je ne pense pas que c'est dans cet esprit-là qu'il s'est référé. Il y a en effet, chez les deux, alors c'est plutôt sur le fond de la politique, une tendance un peu social-démocrate, qu'elle vienne de droite avec Chabon, qu'elle vienne de gauche avec Rocard, non ? C'est plutôt ça ? Oui, puis il y avait une certaine envolée, que ce soit chez Chabon comme chez Rocard. Moi, je me souviens de Rocard qui disait qu'il voulait même repeindre les cages d'escalier. Il y avait un côté, on va changer les choses, quoi. Donc c'est plutôt ça que le côté dissident du président. Je pense que il se réfère plus au fond des choses qu'à la façon dont ça s'est passé. Je vous conseille d'ailleurs le très bon livre de Jean-Paul Huchon sur Michel Rocard, Jean-Paul Huchon était son directeur de cabinet, c'est son principal collaborateur, donc il le connaît très bien. C'est un très très bon livre à la fois psychologique et à la fois historique, sur Michel Rocard. Donc après, si on entre dans le vif du sujet, il y a évidemment les premières lois qui vont être votées, notamment la loi travail. Donc là, on a les ordonnances, on en avait un petit peu parlé. Oui, le Parlement va voter ça, je crois, le 28 juillet. Ça passe devant le Parlement le 28 juillet. Là, c'est devant la Commission des lois. Je crois qu'il y a à peu près 233 amendements qui ont été déposés, surtout des amendements de demande de retrait d'articles. Donc, plutôt des sanctions qu'un amendement. Et puis ensuite, le dialogue social va continuer et ça devrait être bouclé pour fin septembre, vers le 20-25 septembre, je crois, à peu près. Dans le calendrier, c'est à peu près celui-ci. Le tout, c'est de le boucler, je pense, avant qu'on rentre dans le dur de la loi de finances, à mon avis, parce qu'après, ça va venir se télescoper, ça va... La loi de finances qui doit être votée avant la... Qui doit être votée avant le 31 décembre. Oui, mais sinon, on va voter le 30 ou le 29. C'est pas là qu'on retardait un peu la pendule, non, de temps en temps, il n'y a pas... C'est arrivé, oui, absolument. Mais de toute façon, ils ont un délai, parce qu'à partir du moment où ils votent la loi d'habilitation, donc vers le 28 juillet, il y a un délai dans lequel ils doivent finaliser le dialogue social, préparer les ordonnances et les présenter. Mais alors... Donc, et je crois que c'est un délai, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est 2 mois.
Peut-être. Je sais pas ce que j'ai pas vu ce que le Parlement avait. C'est l'article. C'est 38, voilà exactement. Il me semble que. Vous avez séché quelques non. cours. C'est l'article 38, Jean-Charles. Ils ont un délai Si vous de suiviez mois, un peu. Vous essayez de nous enfumer, tout d'un coup c'est 38, c'est 42. Vous filez un mauvais coton. C'est 35 bis. Nous allons, Patrice et Vincent et moi-même, convoquer vos parents, parce que nous avons à leur parler. Et, je reviens à ce que vous disiez là. C'est une loi d'habilitation sur les ordonnances. Et il y a des amendements qui sont déposés là. à cette loi d'habilitation. Absolument. Qui sont déposés devant la commission des lois, qui en tient compte ou pas, quoi. C'est ça. Voilà. Et c'est la commission. Oui. C'est la commission des qui lois. retient ou pas les amendements. Ouais. Donc ça passe pas c'est pas discuté devant le Parlement, devant l'Assemblée en tout cas. Non. Après. Oui, non, mais pas là, tout de suite. C'est ça. D'accord. J'entendais la question. Non, mais pas maintenant. On est bien pas au fur et à mesure de. Ça se passe pas dans le temps parlementaire comme une loi classique. Non. Mais enfin, on est bien dans cette hypothèse que la loi d'habilitation, au fond, ça existe. L'ordonnance n'est pas juste une façon pour le pouvoir exécutif de prendre le pouvoir et de passer. Mais c'est intéressant. C'est encore exactement. C'est du même jus que l'histoire du Congrès, qui serait le président qui convoque le Congrès, qui serait l'expression d'une espèce de monarchisme insupportable. Les ordonnances, c'est dans l'article 38 et depuis le 4 octobre 1958. Ça remonte aussi à une très longue pratique. Alors c'est une pratique qui pouvait être sous la 4e notamment assez critiquable, les décrets-lois. Bon, mais voilà, le Parlement ne se dessaisit pas. Le Parlement délègue. Déléguer, ça ne veut pas dire abandonner. Délègue, ça veut dire qu'il charge le gouvernement de faire la loi à sa place, mais dans un cadre parfaitement circonscrit, et ce cadre circonscrit, c'est la loi d'habilitation. Et puis il y a après la loi de validation qui permet aux parlementaires de vérifier que le Parlement a bien rempli sa mission et n'est pas allé au-delà, que le gouvernement a bien rempli sa mission et n'est pas allé au-delà. Donc le système est verrouillé aux deux extrémités, avant et après. Donc cessons toutes ces polémiques inutiles, des commentaires d'articles qui n'en sont pas. C'est vrai, oui. Mais oui, on a toujours l'impression que c'est une dépossession. Ce n'est qu'une impression, Patrice. Mais il ne faut pas se laisser berner par les. Non, mais c'est bien de le le dire. Il y a des parlementaires, c'est absolument leur discours de dire on nous dépossède, c'est antidémocratique, etc. Je suis convaincu qu'eux-mêmes savent que ça n'est pas le cas. Voilà. Et surtout, ils ne sont pas plus dépossédés là que lorsqu'il y a une loi ordinaire ou normale votée par le Parlement, où ils sont encadrés aussi par le calendrier voulu par le gouvernement, toute une série de procédures que le gouvernement peut mettre en place pour contraindre les parlementaires. L'ordonnance n'est pas pire que le reste. C'est pas pire que le 49.3. Non, ça c'est autre chose. Là, quel article, le 49.3? Vous allez arrêter de nous faire le 49 alinéa 3, si je puis me permettre. Parce que 49-3 très souvent. Oui. 49-3. Non, c'est alinéa 3. Je crois que c'est Édouard Philippe qui avait parlé de responsabilité. Je demande un vote de confiance au titre de l'article 49-1 de la Constitution. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de juristes qui ont fait. Voilà. Qui ont eu. Les surligneurs. Vous allez convoquer ses parents. Ça valait pas le coup de souligner ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'ours polaires qui sont morts à ce moment-là. Est-ce que dans les derniers surlignages, notamment, vous êtes intéressé à quoi? Jean-Charles. Ça va venir. En rouge. Ces derniers temps, il faut dire que le rythme il ralentit un peu parce que le rythme effréné de la campagne présidentielle. C'est surtout pendant la campagne, voilà. Vous avez surligné. Donc là, ces derniers temps, en réalité, c'était essentiellement sur des éléments autour de l'affaire Bayrou. Lorsque Bayrou, par exemple, dit « Je ne suis pas le chef du parquet » quand il était ministre de la Justice. Eh bien si. Le ministre de la Justice, le garde des Sceaux est chef du parquet, qu'il le veuille ou non, d'un point de vue organique, constitutionnel, c'est le cas. Oui, les procureurs dépendent effectivement, du ministère. pour les nominations, etc., les avancements. Mais non, voilà, même s'il y a eu des atténuations faites lors du précédent quinquennat sur les instructions individuelles, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, donc en ce moment c'est assez calme, les surligneurs, mais on prépare un renouvellement pour la rentrée de septembre. Peut-être y avoir des choses sur la loi antiterroriste,
terroristes qui seront sans doute assez passionnants. Sur ça, sur la réforme du Code du travail aussi, là il va y avoir des choses, je pense, à dire. Je pense que l'été va être assez occupé. Là, pour moi, on est dans un entre-deux. La campagne est terminée, on souffle un petit peu, et puis on attend que le Parlement reprenne sa session et qu'ils se mettent à bosser. Voilà, exactement. Au boulot. Alors justement, on a appris par la ministre de la Justice que Emmanuel Macron, pendant sa campagne, avait dit qu'il ne pourra pas y avoir de fonction de conseil en même temps que, et notamment d'avocat, ça voulait dire d'avocat en même temps qu'on sera député. Et la ministre de la Justice, qui vient du Conseil constitutionnel, dit qu'on ne peut pas faire une interdiction générale. C'est ce qu'on avait dit. Ouais, c'est ce que vous aviez dit, c'est exactement. Ça. Parce qu'elle serait retoquée, en gros, par le Conseil constitutionnel. Il y avait ça on l'avait dit effectivement sur Ligneur, quand Macron avait fait cette promesse-là, on avait dit c'est une interdiction générale et absolue de toute activité de conseil pour un parlementaire, ça serait a priori inconstitutionnel. Maintenant, sous réserve que le Conseil décide autre chose, mais... A priori, c'était pas possible. Mais elle dit qu'il y a déjà eu une décision. Il y a eu une décision, effectivement. Il y a un précédent. Donc nous, on se fondait sur ça aussi pour affirmer ce qu'on a dit. Et puis il y avait autre chose aussi. C'était dans le programme d'Emmanuel Macron d'interdire à toute personne qui a été condamnée, qui a eu une condamnation quelconque, de se présenter à une élection quelconque, locale, nationale. Et ça, c'est pareil. Ça, on avait dit, ça serait complètement... A priori, ça serait disproportionné. Et d'ailleurs, ça a disparu. Et ça disparaît. Ça a disparu au profit d'une interdiction de se présenter pour des personnes qui ont un casier judiciaire, je crois, avec des délits inscrits au casier judiciaire, des délits ou des crimes. Délits ou crimes. D'une certaine catégorie, je crois, pour les délits, pas tous, et uniquement pour être député ou sénateur. Crime sûr. Crime sûr, a priori. Voilà. Ce qui est un peu dommage, parce qu'il peut se réhabiliter quand même. La réhabilitation, ça existe. La réhabilitation, le pardon. Non, mais c'est vrai. Une fois qu'on a été condamné et qu'on a purgé sa peine. Donc, moi, ça me paraît assez scandaleux. Quoi. Quand même. Bah oui, non, mais ça, c'est totalement aberrant. Mais ils ont des failles. C'est l'éditeur de Polar qui explique. Un mot sur. Pas beaucoup notre ministre de la Culture pour l'instant. Elle était à Arles, alors. Oui, c'est bien, elle voyage, c'est sympa. Oui, mais on attend de voir un peu... La photo, enfin, comment ça s'appelle, le mois de la photo. Oui, mais c'est très bien. Et là, ce soir, j'imagine qu'elle va aller au Festival d'Avignon, bien sûr. Non, mais ça, c'est... Oui, voilà, pièce c'est un chouette job. Japonaise. Mais oui. Un mot quand même d'une figure, alors très consensuelle. Je crois que c'était la dernière figure consensuelle de la République, me semble-t-il. On a célébré les obsèques mercredi. C'était Simone Veil. C'est vrai qu'il y a peu de figures comme ça qui, quand je dis consensuelles, c'est-à-dire qui réunissent un peu tout le monde. Mais même à un point tel que même Charlie Hebdo a fait sa une dessus, une une gentille en disant juste bon, c'était quand même pas Nabila. Enfin, je veux dire, ce qui pour Charlie Hebdo, ce qui est quand même. Non, on est vraiment dans le consensus absolu là. Si même Charlie Hebdo ne trouve rien à redire. On n'a même pas rappelé qu'elle avait été. Alors, je ne sais pas dans quel état de santé elle était, mais elle avait été quand même dans une manifestation contre le mariage pour tous. Si, on l'a rappelé. Et elle était tout à fait... elle n'était pas gâteuse, si c'est ce que vous essayez de... On n'est pas instrumentalisé, mais bon... Oui, enfin, ça, c'est petit, c'est mesquin. Non, je veux dire... Non, elle y était, voilà. Elle l'a assumé avec... Elle y était à l'insu de son plein gré. Voilà. Ouais, d'accord. Bon, mais pardon. Mais ce qui est finalement là, après sa disparition, on a pas mal relevé quelque chose qu'on avait oublié de son combat, qui était le combat pour l'Europe. Ça a quand même été la première femme présidente du Parlement européen. La première présidente d'un Parlement européen élue au suffrage universel direct en 79. Et c'était une femme, c'était elle. Elle a été pendant 2 ans et demi, et elle a œuvré toute sa vie pour la réconciliation franco-allemande, et elle n'a cessé de faire ce travail-là, ce qui, venant d'une ancienne déportée, est quand même pas anodin. Oui. Donc il y a son combat pour les femmes, certes, et pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais il y a aussi son combat pour l'Europe qui, comme le disait Badinter hier matin, je crois, dépasse tout ce qu'elle a pu faire par ailleurs dans son parcours. Voilà. Est-ce que c'était, au fond, peut-être une femme de droite qui a fait beaucoup de choses de gauche ?
Une femme de droite qui a été souvent soutenue par la gauche parce que au moins sur l'interruption de grossesse, évidemment. Mais c'était peut-être pas le modèle de dissidente à la Rocard ou à la Chaban dont on parlait tout à l'heure, mais il y avait quand même là aussi un caractère très trempé et puis un esprit de liberté très très développé. Et chronique d'avant l'heure. Peut-être, oui, alors peut-être, non, mais un peu et de droite peut-être, et de mais gauche, voyez, je me disais, mais depuis quand finalement est-elle cette figure, aura-t-elle été cette figure, à partir de quand, cette figure aussi consensuelle, au point que, voilà, elle est panthéonisée dans l'immédiat, ce qui est extrêmement. Oui, parce que ça commençait difficilement en 75, la loi sur l'interruption. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas consensuelle. Elle a été ensuite une ministre très engagée dans le gouvernement de Balladur en 93, où les images, on les a revues d'ailleurs, où elle a quelques prises de bec assez violentes, politiquement violentes, avec notamment Henri Emmanuelli ou avec certains députés de gauche. Elle n'était pas. Je crois que ça a toujours été une femme respectée dans le milieu politique, appréciée par les Français, mais peut-être que cette stature de presque d'héroïne nationale, elle l'a acquise en quittant la vie politique, enfin en s'en distanciant. Alors ce qui n'est pas le destin de tous ceux qui sortent de la vie politique, hélas pour eux et tant mieux pour nous, mais c'est un phénomène quand même assez particulier, que elle est quasiment panthéonisée de son vivant. Presque de son vivant. C'est ça qui est tout à fait exceptionnel. Et je n'oublie pas que Simone Veil et Antoine Veil étaient encore en vie à l'époque, c'était avant son décès en 2013, sont tous les deux venus dans notre université inaugurer la nouvelle faculté de médecine qui porte faculté de médecine qui s'appelle Faculté Simone Veil. Oui, je me souviens de cette inauguration, en effet. Oui. Et après, c'est un destin assez intéressant. Et c'est vrai que c'est Antoine Veil qui aurait dû être l'homme politique de la famille. Mais elle le dit, qu'en 74, lorsqu'on la cherche, lorsque Chirac et Giscard la cherchent au téléphone, tout son entourage pense que c'est en réalité Antoine Veil qu'on cherche pour lui proposer un poste ministériel. Et finalement, ça sera elle, et avec le destin qu'on connaît. Eh bien, sur ces paroles consensuelles de cette émission consensuelle, que nous allons souhaiter un bel été à tout le monde, et puis on se retrouvera probablement dès septembre, parce qu'il y aura d'autres choses à commenter, je suppose. Non ? J'espère. Et peut-être même... on sera peut-être en pleine grève. Peut-être des disputes, des discussions ou des disputes. Oui, nous allons nous arranger, Jean-Charles. On va réviser à Jean-Charles les articles de la Constitution. Absolument. Je vais réviser. On va lui envoyer la Constitution pour l'été. Je vais réviser pendant les vacances. Merci. Merci beaucoup Vincent Couronne, merci beaucoup Florence Mercadet, merci beaucoup Stéphane Bonson, merci beaucoup Jean-Charles Lajoie. Merci à tous et à très vite.